Oui, allô? Oui, bonjour monsieur Gabin, ici la concession Ducati de Trouméniste en Belvaudé. Ah, bah vous tombez bien, j'ai hâte d'aller chercher ma nouvelle Panigale. Elle est prête, j'espère. Oui, justement monsieur, c'est à ce sujet que je vous appelle. Je crains que l'usine ait surestimé leur capacité de production. Ils ne vont malheureusement pas pouvoir honorer votre commande. Comment? Mais je fais quoi moi maintenant? Eh, me dites pas d'aller acheter chez BMW, hein? Oh non monsieur, ne vous inquiétez pas, nous ne vous ferions pas cet affront. J'ai quelque chose à vous proposer monsieur. J'écoute. Eh bien, que diriez-vous d'une Panigale sans carénage, sans mal de dos et sans prothèse au poignet d'ici moins d'1 an? Bah, a priori oui, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais vous êtes sûr de votre truc là? Oh oui monsieur, ne vous en faites pas, nous sommes sûrs de nous. Installez-vous, prenez place. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de nos essais longue durée. Je suis content, les jours commencent à devenir sympathiques et la machine avec laquelle j'ai roulé ces dernières semaines aussi. Merci à vous, puisque je vous le rappelle, le principe c'est que c'est vous qui votez pour la moto qui m'accompagne pendant quelques centaines de kilomètres. Et bien évidemment, nous remercions aussi Espace Murite qui sont le partenaire qui nous aide à avoir ces machines. Ils font KTM, Ducati, Kawasaki et Yamaha. Et en plus, ils proposent des accessoires avec un partenariat Moto Axe, donc n'hésitez pas à aller les voir du côté de Châtillon. Ils sont adorables, ils sont gentils, ils sont professionnels et ils vous servent même un petit café. Vraiment une équipe en or. Alors, moi je suis très content parce qu'aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle moto qu'on a. Le dernier vote avait mis en avant quand même des machines extraordinaires et c'est donc une Ducati Street Fighter V4S que nous avons sous les yeux, dont je vais bien évidemment vous parler en vous donnant le plus d'informations possibles sur non seulement la vie quotidienne avec cette moto, tous les aspects que vous retrouvez dans un essai, mais aussi on va un petit peu plus loin, on parle de consommables, d'entretien, d'assurance, vous allez voir, ça va être assez cool. Mais avant de nous lancer là-dedans, laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes en 2019 et le monde des roadsters hyper agressifs est dominé par deux machines. D'un côté, nous avons la KTM Superduke 1290, apparue depuis 2014, The Beast, le maxi roadster autrichien du haut de son LC8 pourvu de 180 chevaux et de plus de 140 Nm de couple arrachait le bitume par gros morceaux avec des accélérations fulgurantes. De l'autre côté, presque j'ai envie de dire à l'opposé du spectre, nous avons l'Aprilia Tuono V4 1100 qui est dérivée très étroitement de la RS V4. C'est presque une sportive sans carénage, on va se dire, avec un V4 délivrant 175 chevaux dans une sonorité... c'est incroyable. On aurait bien évidemment pu citer la MT10 chez Yamaha et la S Miller chez BMW. Et tout ce petit monde est observé comme ça, du coin de l'œil, par un prétendant, un concurrent comme ça. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Ducati. La marque italienne, dont les gènes ont toujours été un peu sportifs comme ça, ne voit pas d'un très bon œil le fait que beaucoup de constructeurs moto fassent des roadsters toujours plus fous sans que eux n'aient leur mot à dire. Vous appellerez peut-être ça la fierté italienne, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'ils annoncent un proto, un concept. Et en fait, le concept, ils n'y ont pas touché. Ducati Street Fighter V4S. Alors, vous savez, quand on dit en règle générale que les Naked, les Hyper Fighters, comme la S Miller ou la Tuono, sont des sportifs décarénés, c'est une exagération. En règle générale, il y a quand même des modifs qui sont faites sur le moteur, le châssis. Là, j'ai peur des abeilles. Là, il n'y a eu aucune modif. Rien. Ils ont pris une Panigale, et vous allez le voir assez littéralement, et ils ont enlevé les carénages. Ils ont mis un petit guidon droit, et go. Oui, la Ducati Street Fighter V4S a revendiqué pendant très longtemps le titre de roadster le plus puissant de la production avec ses 208 chevaux, on y viendra, et c'est une machine sur laquelle il y a énormément de choses à dire, donc sans plus tarder, voici venir le temps, non pas des cathédrales, mais du tour statique. Alors, on va bien évidemment commencer par la partie look de cette moto qui est très jolie. La Ducati Street Fighter V4S est une machine qui est impressionnante, elle a des lignes fluides, élégantes, avec toute l'agressivité qui peut caractériser un roadster agressif chez les Italiens. Il y a des petites attentions qui sont assez drôles, comme ici ce phare, cette ligne d'éclairage qui représenterait un sourire, celui du Joker. C'est l'inspiration que Ducati a voulu donner. La coque arrière, qui est pour moi la plus belle du monde de la moto, c'est directement celle de la Panigale, il n'y a pas besoin de se prendre la tête 10 000 ans là-dessus. Et puis
puis bon là c'est une moto qui a appartenu à quelqu'un, donc on a des petites pièces de carbone ici qui sont très sympas, le petit hublot pour l'embrayage super beau, le monobras de la machine est magnifique, il découvre ses jantes dont on parlera un petit peu après, et puis les échappements aussi hein, qui sont très esthétiques, hein, placés en dessous, qui aident aussi au centrage des masses et à abaisser le centre de gravité. Et puis il y a des petits trucs moi sur cette moto qui me gênent un petit peu, je vais pas vous le cacher. Déjà la ligne globale de cette Street Fighter V4S, je la trouve un peu trop hyper sportive, c'est-à-dire que je trouve que par rapport à d'autres roadsters, elle m'inspire moins d'agressivité et surtout moins d'identité. Je retrouve trop de la Panigale là-dedans, hein. Cette espèce de prolongement des épaules vers le radiateur, ça fait vraiment penser à une hypersport. On a des lignes comme ça au niveau des flancs des carénages qui font penser à la Panigale, et je vous avoue qu'en ce sens, je préférais l'esthétique, l'identité visuelle de la Street Fighter 1098 qui est sa grande sœur, hein, la machine qui était avant et qui était inspirée justement de la 1098, la sportive, mais n'en empruntait pas tous les codes stylistiques. Elle avait vraiment son identité à elle, elle était très échancrée. Là, bon, je suis un peu moins fan. Et puis, les ailerons. Ça, je vais pas passer par quatre chemins, c'est dégueulasse. Je suis désolé, je trouve ça moche à en crever. Je dirais que Ducat, ils ont posé 4 morceaux de plastique comme ça, de part et d'autre de la machine. Et puis, je vois pas l'intérêt, encore une fois, oui, ça rajoute de l'appui aérodynamique à 270 km/h. On pourrait vraiment se poser la question de savoir à quoi ça sert 270 km/h sur un roadster de cette trempe. Mais bon, c'est des considérations qui sont autres. Toujours est-il que ça reste une très belle moto, pas forcément celle qui m'appelle le plus en termes esthétiques. Et si on reste purement et simplement chez Ducati, je préfère la 1098. Mais il ne faudrait pas s'arrêter quand même à l'esthétique d'une Street Fighter parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses à dire, dont notamment El Motore. El Motore! Bien évidemment, ce V4 Stradale qui est dérivé quasi intégralement de la Panigale. Il n'y a quasiment aucun changement. Ils ont concédé 6 chevaux, donc on passe de 214 à 208. Je pense qu'à mon avis, ça doit être par un jeu de normes de pollution ou un truc du genre parce que je vois vraiment pas de raison de le baisser si peu. Et on obtient ces 208 chevaux à 12 750 tours minute contre 214 à 13 000 hein, pour la Panigale, donc elle est placée un tout petit peu plus haut, l'hyper sportive. Là où par contre c'est un petit peu plus étonnant, c'est que les valeurs de couple, elles, de cette machine sont non seulement inférieures à celles de la Panigale, puisqu'on est à 123 Nm sur le roadster et 124 sur la sportive, la différence n'est pas énorme, mais là où je suis bien plus étonné, c'est que ces valeurs de couple sont atteintes à 11 500 tours minute sur la Street Fighter, alors qu'elles le sont à 10 000 tours minute sur la Panigale. Techniquement, un roadster est censé avoir plus de couple immédiat qu'une sportive. Je n'ai pas compris ce qui a amené à ce genre de choix chez Ducati. Pas compris. On verra dans la partie dynamique comment ça se comporte, mais c'est vrai que je soupçonne un moteur assez creux et malheureusement, j'ai déjà essayé cette moto et c'est le ressenti que j'avais eu. Alors, il y a un truc, une techno qui est importante à signaler là-dessus, c'est que le moteur peut éteindre 2 de ses 4 cylindres quand on est en dessous d'un certain régime et surtout quand ça arrive à une certaine température à basse vitesse. C'est assez intéressant, ça permet d'économiser du carburant, de la chauffe et puis ça lui donne une petite sonorité comme ça de moteur bicylindre qui est quand même assez chouette. On change pas une équipe qui gagne et sur le châssis, on est sur exactement les mêmes recettes que pour la Panigale, c'est-à-dire un châssis monocoque en aluminium, front frame qui ne pèse que 4 kg. C'est hallucinant d'avoir un châssis aussi léger sur une machine. Il est entièrement relié au moteur hein, qui sert vraiment d'élément porteur et qui, sur la sportive, garantit une agilité qui est complètement maboule, donc cette moto là ne va pas être très éloignée à mon avis en termes de comportement dynamique. Encore une fois, on le verra sur la route, ça je m'en fais pas du tout. En termes de poids, comme on a ici une version V4S, on a 2 kg de moins par rapport à la version standard de la Street Fighter et donc on va être à 178 kg à sec. C'est vraiment des valeurs de ballerine. La machine pèse donc 199 kg tout plein fait, ce qui veut donc dire que le rapport poids-puissance, vous vous en doutez, est totalement pulvérisé, hein. Le 1 pour 1 a été dépassé depuis longtemps et ce poids il est gagné notamment grâce à ces petites jantes forgées Marchesini qui permettent de gagner notamment sur les masses non suspendues, ce qui ajoute énormément à l'agilité de la machine. Je pense que par rapport à une V4 standard, on doit être encore un cran au-dessus en termes d'efficacité et de précision. Et puis on a des pneus qui sont des Pirelli Diablo Rosso Corsa 2, c'est dur à dire. Et Pirelli, ils ont des gammes pour tout, c'est-à-dire qu'ils ont les Diablo Rosso qui sont finalement l'espèce de mix route sport, puis vous
vous avez les Diablo Rosso Corsa qui sont un peu plus sport, et vous avez les Super Corsa qui eux sont véritablement quasi semi-slick. Voilà, pareil, des pneus qui sont très très bien. Je ne sais pas ce que ça donne en termes de longévité, on parlera du prix un peu plus tard, pas non plus donner le truc. Sur la partie suspension, je suis extrêmement content parce que ça va aller extrêmement vite. Fourche Öhlins NX 30, Smart C 2.0, Brembo Stylema, merci, au revoir. J'ai déjà parlé de ce genre d'équipement des milliers de fois dans mes tests parce que j'ai essayé plein de motos qui en étaient pourvues. C'est ce qui se fait de mieux sur le marché, ni plus ni moins. Fourche semi-active qui règle son comportement en fonction de l'état de la route, du mode de conduite. Bref, c'est le mieux que vous puissiez trouver. Les Brembo Stylema, c'est pareil. Il y a les Stylema R qui sont eux réservés à la Street Fighter V4 SP2, mais à mon avis, on est déjà dans le domaine de la folie sur route ouverte. Amortisseur TTX 36 de chez Öhlins aussi. Du régal, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Une dernière petite chose à remarquer sur cette machine, c'est bien évidemment l'ajout des ailerons, les winglets, qui sont censés fournir un appui aérodynamique à une certaine vitesse à la moto pour la plaquer au sol. 28 kg de plus à 270 km/h selon Ducati. Je ne pense pas que ce soit véritablement utile en conditions de route normales, mais si vous allez sur circuit avec, peut-être que ça vous aidera à avoir un peu plus d'efficacité. Je trouve que ça sacrifie énormément à l'allure globale de la moto, sachant qu'à mon avis, une Street Fighter V2 doit pouvoir atteindre 270 km/h. Elle n'a pas d'aileron. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire. Bref, les aspects pratiques, et on va commencer avec la petite position de conduite. Alors, je suis bien installé. Roadster, on va dire, assez classique. La selle n'est pas d'origine, hein. Je crois que c'est une selle premium Ducati, donc je suis bien installé dessus. J'ai fait un aller-retour dans le 77 pour aller voir nos amis de chez SMB. Je l'ai quand même un peu senti en revenant, hein. Au bout de 100-120 km, on commence quand même à avoir des petits picotements au niveau des fesses, donc c'est pas forcément la machine la plus confort. On n'est pas là pour ça non plus, hein, quoi qu'il advienne. Le guidon est un petit peu vers l'avant, hein. On a toujours cette position caractéristique des roadsters sportifs où on s'avance un petit peu comme ça. Le limbago n'est pas non plus à craindre de fou. Et pareil, au niveau des jambes, c'est replié mais sans exagération. Je trouve que ça va, c'est pas non plus insupportable, mais ça reste quand même sportif. On sent que la machine, elle est faite pour attaquer, elle est faite pour envoyer. C'est très facile. Là, comme ça, je me dis, je suis sûr, le deuxième roadster le plus puissant au monde, ou le plus puissant il y a encore un an, je me sens pas intimidé. Ça se fait bien. Là, je suis... Voilà. En termes de pliure des genoux, c'est une moto qui, à mon avis, doit être un petit peu haute. J'ai pas la hauteur de celle, je vous la mets sur l'écran, mais à mon avis, ça doit quand même être un petit peu haut l'engin. Et je suis plutôt bien déplié. Donc, à mon avis, si vous faites moins d'1m75, ça risque d'être peut-être un peu complexe. Je crois qu'il y a des selles rabaissées qui peuvent se mettre. Sur les aspects pratiques, le réservoir fait 16 litres, ce qui n'est pas gigantesque. Il y a des roadsters sportifs qui en font 19, mais c'est pas non plus une catastrophe. La ZH2 faisait 19 litres, hein, par exemple. Bon, elle pèse 40 kg de plus aussi. Et en termes de consommation, j'ai réinitialisé le trip. J'ai fait 100 km, voire un peu plus de 100 km, et la moto m'indique 6,5 litres au 100. Alors, c'est bluffant, c'est incroyable. C'est peut-être dû au fait que, comme la machine prend beaucoup de tours minute et qu'on roule pas souvent dans les tours, ça aide à abaisser la conso, et peut-être aussi les 2 cylindres sur 4 qui s'éteignent quand on roule en ville. C'est bluffant. C'est bluffant, bluffant, bluffant. J'ai trouvé ça extraordinaire. On va parler de technologie. Je vais mettre de côté tout de suite les aspects négatifs, les aspects qui me font chier sur cette moto, notamment en raison de son prix. On n'a pas de keyless, on n'a pas de jauge à essence, on n'a pas de régulateur de vitesse. Donc, vous allez le voir quand on va parler du prix de cette moto juste après. Pour moi, c'est des arguments qui sont difficilement défendables, dans le sens où le keyless, à la limite, je m'en fous un peu. Je trouve que c'est une feature qui est vraiment chouette sur la M1000R, sur la Speed Triple 1200 RS, sur la KTM Super Duke 1290. Tout le monde s'y met à peu près. Je trouve que ne pas l'avoir, c'est dommage. Par contre, le régulateur de vitesse, c'est vraiment le genre de choses qu'on aime bien avoir, et voilà. Et finalement, la jauge à essence, en 2023, je m'en fous que cette moto soit une dérivée de sportif qui va sur circuit. Il y a des poignées chauffantes là-dessus. Vous n'allez pas me dire que s'il y a des poignées chauffantes, il n'y a pas de raison logique de mettre une jauge à essence. Il dit qu'il voit pas le rapport. Ça ne fait pas de sens. Bon, par contre, en termes de technologie sur le reste, derrière cette moto est une centrale nucléaire. C'est un truc de fou. On a déjà un écran TFT 5 pouces qui n'est pas le plus beau, qui n'est pas le plus techno, qui n'est pas le plus futuriste, mais qui est très joli déjà de base. C'est le même que celui de la Panigale. Les informations sont affichées de façon claire et lisible. Ça me va très bien. On peut même avoir 2 modes d'affichage, route ou piste, donc aucun problème là-dessus. 3 modes de conduite qui sont en fait des faux modes de conduite parce qu'en fait ils sont tous personnalisables. C'est-à-dire que le mode race, vous pouvez lui mettre une réponse moteur basse et du coup en fait ça va se comporter comme un mode pluie. Mais voilà, vous avez 3 modes à la carte qui sont personnalisables, et ensuite on va avoir beaucoup d'assistance. On va avoir un quick shifter up and down, on va avoir un contrôle de traction, on va avoir un contrôle de glisse, on va avoir de l'anti-wheeling, on va avoir un ABS cornering, on va avoir du contrôle du frein moteur, et ensuite en option on a le système Ducati multimédia pour pouvoir
connecter votre smartphone, la télémétrie quand vous faites de la piste et finalement les poignées chauffantes parce que je crois que de base elles ne sont pas activées vu que là le bouton ne sert à rien. La machine est violentissimement technologique, ça il n'y a aucun problème. Je trouve juste ça un peu dommage qu'il n'y ait pas ces quelques aspects qui auraient pu quand même rajouter un petit peu de confort global et d'usabilité à la moto. Bon voilà, je pense que les possesseurs de Street Fighter ne lui en voudront pas. Et finalement le prix, on va parler du prix parce que cette moto vaut plus de 26 000 €, c'est extrêmement cher pour le commun des mortels. J'ai pas l'argent pour me payer ça maintenant. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait cette moto elle est à 4 000 € de plus environ qu'une M1000R en édition standard, ce qui est déjà beaucoup parce qu'on a des suspensions pilotées sur une M1000R, on a un freinage de Superbike, on a des jantes forgées. Alors on n'a pas de suspension Öhlins et on n'a pas de freinage Brembo Stylema, mais c'est le freinage de la M1000RR, donc c'est difficilement justifiable à mon sens, sachant que la M1000R est encore infiniment plus technologique que la Street Fighter V4S, et surtout on est à 2 000 € de moins que la version pack compétition de la M1000R qui elle est équipée de roues en carbone, de partout. Voilà, c'est l'addition a un peu du mal à passer, ça fait un peu mal. À vous de voir si vous préférez vous payer plutôt une machine italienne qui est un petit peu plus exotique, qui a ce côté un peu plus Ducat. Voilà, on va démarrer le moteur quand même parce que c'est intéressant. Petit démarreur. Oh là 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 là! Ça par contre ça fait plaisir, je ne sais pas comment ils ont réussi à homologuer ce truc parce que ça fait un bruit de fou furieux, mais là par contre j'aime beaucoup. On va tourner un tout petit peu la poignée. On sent que c'est vénère, c'est un bicylindre là dans l'étape puisqu'elle est à l'arrêt, donc forcément on n'a que 2 sur 4 cylindres. Ça fait un son extraordinaire. On va monter dessus, faire un petit tour avec et voir ce qu'on ressent dessus. Allez les amis, on va commencer ce petit tour dynamique de la Street Fighter V4S de Ducati et ses longues durées. J'en profite déjà pour vous dire que le rayon de braquage de banque n'est pas très élevé. Écoutez-moi ce son caverneux, le dragon. Oh, ça c'est vraiment quelque chose de très plaisant à bas régime avec cette moto. C'est ce côté hyper et bien grave qui va chercher vraiment dans les basses. Très sympa, moi j'adore vraiment. Je suis beaucoup moins fan du son à haut régime, mais ça on va s'en parler un petit peu après. J'ai un peu de route dégagée, donc là de base on va voir un petit peu de quoi est capable ce moteur, ce V4 Stradale qui est directement repris de la Panigale. 208 chevaux, je suis en mode race, le plus élevé, et je suis dans la plage de régime que la moto aime bien. Vous entendez, moi je suis pas très fan de ce son. Allez, on y va. Wouh! Ah, c'est très impressionnant à haut régime. Par contre, effectivement, dès lors qu'on va aller chatouiller un peu le bas du contour, c'est beaucoup moins démonstratif qu'une M1000R. Par contre, là, je suis qu'à 11 000 et déjà ça hurle un peu à sa façon parce qu'un V4 n'est pas à proprement parler un moteur très aigu. Passage à la brosse. Je pense que je vais démarrer toujours de là où je viens de commencer. Si vous, ça vous va, de Janvry. J'aime bien le petit itinéraire parce qu'il nous permet d'aller pas nécessairement jusqu'au tournant de la vallée de Chevreuse. Là aujourd'hui par exemple je vais pas y aller, mais ça permet déjà de couvrir un petit peu de chemin et de vous donner un peu un ressenti suffisamment, je trouve, pertinent. Voilà, et là vraiment vous entendez qu'on relâche. Pas aussi charmant que le V4 Aprilia, mais néanmoins déjà hyper sympathique. Et niveau châssis, ça marche très bien cette affaire. Je vous le rappelle, c'est le châssis de la Panigale monocoque aluminium avec des suspensions Öhlins Nix 30 semi-active avec le Smart C 2.0. Autant vous dire peut-être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur châssis du monde, la meilleure partie cycle du monde. C'est incroyable. La machine n'est rien de plus qu'un prolongement de votre pensée quand vous êtes en train d'attaquer avec. Alors, on est en ville et on a quelques petites parties comme ça, donc je vais pouvoir vous parler rapidement de la maniabilité puisque j'ai déjà fait une petite partie tour statique dans laquelle j'ai évoqué les autres aspects. Ça se manie très bien en ville, l'engin est fait 177 kg à sec je crois cette machine, donc c'est vraiment une plume et vraiment on a l'impression, on m'aurait dit que c'est plus léger que la Ninja 650 de Mathilde, je vous aurais dit ouais,
Ouais, je veux bien le croire, parce qu'en plus c'est autrement plus optimisé en termes de centrage des masses, centre de gravité et compagnie. Et écoutez-moi ça. Oh, c'est vraiment très très caverneux. L'ergonomie globale quand on est à bord est plutôt bonne. La position de conduite elle est dans la droite ligne de ce que je vous ai dit dans le tour statique, c'est-à-dire que c'est sportif mais ça reste vivable. Je trouve comment dire, les poignées, désolé j'arrivais pas à trouver le terme, trop fines. Et je trouve que du coup elles abîment un peu, elles font mal aux mains au bout d'un moment. J'aurais aimé un truc un petit peu plus gros ou alors un matériau différent. Et alors ce moteur c'est vrai que vraiment il devient responsif qu'à partir de 7-8 000 tours minute en dessous. Même en modifiant un peu les aides au pilotage, que j'ai d'ailleurs un petit peu changé parce que le contrôle de traction et l'anti-wheeling brident un peu la moto, ça envoie un petit peu plus, vous voyez, c'est un peu plus réactif, mais il faut quand même aller la cravacher la moto pour vraiment sentir son souffle. On va se donner le droit à une petite montée en régime. Wouh, passage en vitesse lumière. C'est très grisant, c'est très grisant, je vous l'avoue, mais c'est vraiment pas quelque chose que je vais m'amuser à faire au quotidien, et parce que vous vous en doutez, les vitesses atteintes sont très élevées, et je trouve que c'est cher payé, salut à toi ami motard, c'est cher payé pour avoir un shot d'adrénaline. Et bon voilà, je trouve que ça c'est un des points qui me dérange un petit peu. Alors attention, hein, le moteur de la Street Fighter V4S est extraordinaire, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais il est vraiment trop haut perché pour moi. Je l'avais déjà testé la moto il y a quelques temps de ça. Alors en faisant quelques petites modifs là, c'est vrai qu'en baissant le contrôle de traction et l'anti-wheeling, il réagit un peu mieux, donc ça reste très sympa, mais je le trouve par exemple moins démonstratif que celui de la M Miller, ce qui est quand même, vous me l'accorderez, un comble, sachant que la M Miller est censée être une moto avec moins de couple et moins de cylindrée, donc c'est quand même assez étonnant de se dire que elle accélère plus fort, mais c'est le cas. Salut à toi ami avec ta belle routière américaine très probablement. Donc voilà, on revient vite fait aux aspects pratiques. Tout est ici très agréable à manipuler, j'adore ces commodos, je vous l'avais déjà dit sur l'essai de la Diavel V4, c'est très bien. Le tableau de bord est très lisible, il est un petit peu caché par mon téléphone là, mais j'ai les informations dont j'ai besoin sous les yeux. Il est très précis, très agréable à utiliser. Donc ça vraiment il n'y a aucun souci. Concernant le dégagement de chaleur, c'est une moto qui chauffe beaucoup. La Street Fighter c'est vraiment une moto Ducati, malheureusement des motos qui chauffent pas, ils savent pas faire. Donc on est obligé quand même d'avoir une moto qui monte en température assez vite. Alors ça va, hein, quand vous roulez en ville à 50 km/h, c'est supportable sans problème. Là il fait 20 degrés par exemple, il fait beau, mais elle ventile quand même. Alors les nouveaux modèles des 2023 ont apparemment une modification du comportement à ce niveau là qui fait que ça chauffe un peu moins vite, donc on verra bien ce que ça donne. Ça c'est une 2020, et globalement voilà, après des aspects pratiques sur cette moto il n'y en a pas des masses. Il manque le warning, la jauge à essence, mais ça j'en ai parlé dans le tour statique. C'est pas vraiment sur ça qu'on va se focaliser sur une Street Fighter, même si étant donné que les autres l'ont, il faut bien la comparer. Et on revient un petit peu au châssis maintenant et à ce moteur qui, quand il est cravaché dans les bons régimes, est quand même délicieux. Oh là là, ce châssis il met dans une confiance qui est absolue. Et là on a vraiment pour moi ma fourche préférée, hein. Les Öhlins NX30 elles sont fantastiques, elles donnent un toucher de route qui est phénoménal. Là je les ai mis en paramètres fixes, elles sont pas en semi-adaptatif. Bien sûr ça. Petite test de freinage, c'est incroyable. Vraiment les Brembo Stylema font encore une fois office de véritables murs qui vous arrêtent, mais avec une dosabilité impeccable. La machine qui est extrêmement agréable, c'est un jouet, hein, c'est un véritable jouet. C'est juste dommage qu'elle soit pas aussi fun que par exemple une KTM Super Duke 1290, parce que malheureusement la moto est trop creuse pour moi, et elle s'exprimera véritablement très bien sur un circuit, beaucoup moins sur route ouverte où il faudra malheureusement aller titiller les limites de la légalité pour pouvoir véritablement s'amuser avec cette machine là. Mais bon, c'est vrai que si vous réglez un petit peu les assistances comme il faut, c'est pas une machine qui fait très peur, je trouve, parce que si vous l'agressez pas en termes de tours minutes, il vous arrive rien de grave, hein. Là ici je peux rouler tranquille, je suis en mode race avec la réponse moteur au plus élevé, ça pose aucun problème. Et voilà, je pense que j'ai couvert à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette machine. Elle est vraiment super chouette cette Street Fighter, mais c'est vrai qu'effectivement je suis pas autant emballé que par une M Miller, une ZH2SE ou même tout simplement une Super Duke 1290. Et voilà, écoutez, je vais vous retrouver maintenant pour la partie entretien consommable assurance de cet essai longue durée. À tout de suite.
Ça fait plaisir quand même de rouler à bord d'un engin comme ça, je ne vous le cache pas. Bon, il y a du bon et il y a du moins bon à mon sens, mais je pense que pour la grande majorité des gens, il y a du bon à tous les étages parce que c'est une moto qui est formidable. Moi, j'avoue quand même que le comportement moteur, bon, j'en parlerai un petit peu après dans la conclusion. On va parler un petit peu plus des aspects terre à terre auxquels vous pouvez être confronté quand vous allez posséder cette machine. Et je vais commencer donc avec les consommables et non pas le consommé, hein, qui est une sorte de soupe. La première chose qu'il faut savoir donc, c'est le kitchen. Cette machine va vous coûter cher sur l'ensemble des trucs. Le kitchen va être le premier puisqu'on va être dans les 320 € juste pour le kitchen. C'est ce que j'ai trouvé sur les sites internet que j'ai visités. Comptez bien évidemment une petite heure de main d'œuvre supplémentaire, donc 400 € à peu près pour un kitchen. Déjà, ça fait un petit peu mal. Ensuite, les plaquettes. Les plaquettes, on s'en sort pour 70 € le jeu de plaquettes, donc 140. J'imagine qu'on va être dans les 200 € pour remplacer les plaquettes de cette machine. Et finalement, les pneus, les Diablo Rosso Corsa 2 se négocient à 320 € sur Allo Pneus. Si vous y rajoutez la main d'œuvre, pareil, vous allez être dans les 400 €, ce qui était le prix que moi je payais pour les pneus de mon Hayabusa. Voilà, un roadster hyper sportif, pneus hyper sportifs, tarif hyper sportif, c'est normal. Concernant l'entretien de cette moto, alors il y a des choses qui m'ont un petit peu surpris. Il faut savoir que déjà ça se fait tous les 12 000 km, donc soit 12, soit 24. La 24 s'appelle la Desmo, l'entretien Desmo chez Ducati. Et il y a beaucoup de trucs qui, à 12 000 km, ne sont pas remplacés. Par exemple, les bougies ne sont pas changées. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec une facture aux alentours de 400 €. Ce qui est de l'argent, mais pour une machine de cette trempe-là, c'est pas si cher que ça. Franchement, il faut bien se le dire. Par contre, la révision des 24 000, bon, ça dépend toujours de la région où vous vous situez, mais il y a le jeu au soupape à faire. Vous allez être entre 1200 et 1500 € pour cette moto. C'est un coût qui est extrêmement conséquent, il faut le prendre en considération. N'achetez pas cette machine si vous avez juste 26 000 € sur votre compte et que vous savez que vous n'allez pas réussir à l'entretenir parce que c'est vraiment des machines qui coûtent un peu cher et là-dessus, la grosse révision, elle fait mal. Pour celle des 1000 km, c'est environ 200 €. Si vous achetez neuf, ça peut arriver, voilà, il faut compter 200 €. Alors, là où vous allez peut-être pouvoir vous rattraper, pas compris pourquoi, voilà, c'est sur l'assurance. L'assurance de cette moto coûte étonnamment peu cher. Alors, on sait que les assurances, c'est basé sur des critères, des appréciations des fois qui sont un peu étonnantes, comme le nombre de vols, comme le nombre de pièces disponibles en casse, etc., etc. Mais sur une machine, entre guillemets, aussi proche d'une hypersport, je m'attendais à des tarifs qui sont monstrueux. Et donc, j'ai pris mon cas précis, donc j'ai 33 ans, je suis un homme. J'ai également pris un cas de figure où vous auriez 50 permis. J'imagine pas vraiment que vous allez acheter ça juste en sortant du permis A2, parce qu'il faut quand même des moyens et puis un petit peu d'expérience pour conduire ce genre de moto. Donc 50 permis égale 25% de bonus. Vous êtes à 320 € en tiers, c'est ridicule. Entre 550 et 600 € pour du tiers étendu, hein, du vol incendie, et entre 850 et 1000 € à l'année pour du tourisme. Compris là. La moto coûte quasiment rien en assurance. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, ça permet de diminuer un petit peu sur la facture avec ce que coûtent les entretiens. Mais voilà, un très bon point en tout cas pour la Street Fighter à ce niveau-là. On arrive à la conclusion de cet essai longue durée les amis et écoutez, je vais pas passer par quatre chemins, mon état d'esprit sur la Street Fighter V4S n'a pas changé. C'est-à-dire que je trouve que c'est une moto formidable, très belle, avec énormément de technologie, avec un moteur qui est fou furieux, des valeurs qui sont dingues, mais moi ça ne me parle pas. Je trouve que la machine est vraiment trop creuse à bas régime, comparé par exemple à la M Miller que j'avais essayé il y a quelques semaines et qui avait les mêmes valeurs de puissance et même un peu moins de cylindrée, je la trouvais beaucoup plus agressive au bas du contour. Cette moto, pour pouvoir l'apprécier, pour pouvoir prendre des sensations à son bord, il faut vivre à 8500-9000 tours minute. Sauf que même en première, 8500-9000 tours minute, vous êtes déjà pas loin de la case illégalité. Donc moi je trouve ça dommage, pour moi un roadster ça doit vraiment être quelque chose d'assez velu en bas, c'est pour ça que je préfère la Super Duke ou la ZH2 ou ce genre de machine. Est-ce que c'est une moto que je ne recommanderais pas? Non, bien évidemment que non, c'est une des motos les plus incroyables de la planète, mais est-ce que j'en achèterais moi une si j'avais 26 000 €? Je suis pas sûr. Il ne veut pas dire que vous ne puissiez pas l'acheter. Elle va maintenant retourner chez ses propriétaires, entre guillemets, temporaires, hein, que sont Espace Murite. Elle sera disponible à la vente, hein, vous pourrez l'acheter. Alors peut-être qu'elle ne sera déjà plus en vente au moment où vous irez la voir, parce que ce genre de machine, ça part très vite chez eux, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et si c'est le cas, dites que vous venez de ma part, et si vous voulez l'acheter, on essaiera de s'organiser une petite remise en main propre. Ça peut être chouette de faire un petit événement comme ça. Cet essai est terminé et il est désormais temps de passer à la
nouvelle moto. Alors encore une fois, je ne sais pas quelle sera la machine pour laquelle vous aurez voté et je ne saurais même pas quels sont les 4 choix parce que j'ai tourné cet essai longue durée un petit peu avant. J'ai pas voulu me faire avoir comme c'était le cas pour la 890 du GP, donc j'ai profité d'avoir un peu de beau temps pour le faire. Je le découvrirai en même temps que vous, sans aucun doute. En attendant les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, c'est super important. Laissez-moi un like et puis un commentaire. J'adore voir vos opinions. Je peux pas répondre à tout le monde tout le temps, mais c'est pas grave. Au moins je sais quels sont vos ressentis et ça m'aide à améliorer le contenu de la chaîne. Et prenez soin de vous, kiffez vos motos, surtout par ce beau temps, mais soyez prudents. Ciao!